bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, globalement, les arguments des uns et des autres sur la question du travail sont très exactement les mêmes, un peu décuplés, par rapport à ce qu'ils étaient il y a 5 ans. Et puis démoralisant actuellement, parce que quand on se regarde les uns les autres, on dira que la mort du travail est une chose qui nous préoccupe, sans doute idéologiquement, mais enfin malheureusement on dira que le travail est plutôt derrière nous, les uns et les autres. On a plus les cheveux de la retraite que les cheveux du travail enthousiastes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler, et que si on définit bien le travail, il y a aussi une place à le prendre. Donc cela pour dire que les jeunes ne sont pas réellement impliqués directement dans ce type de débat, alors que pourtant ils en sont les premières victimes et les premiers intéressés objectivement. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles c'est un peu pour moi. Moi je voudrais aborder 6 points sur lesquels je vais donner des points de repère, je vais aller très vite. Et ensuite, chacun fera ce qu'il voudra et discutera comme il le voudra. Le premier point, c'est le contexte électoral actuel dans lequel la question politique se pose. Comme ça a été dit avant moi, la question du travail, c'est pas une question économique et une fatalité. C'est un choix. C'est un choix politique. On fait bosser les gens, on ne les fait pas bosser. À droite, on a un discours qui revient, qui est toujours le même, à savoir qu'on va réhabiliter la valeur travail, on va permettre à ceux qui se lèvent tôt le matin de trouver une place dans la société, etc., etc. Je passe. À gauche, on a trouvé une recette. C'est le fameux revenu universel. Et je pense que ça mérite qu'on s'y arrête une seconde. Pourquoi? Parce que moi, c'est pas que je suis dubitatif sur le revenu universel. Je pense que c'est une mesure profondément réactionnaire. Et qu'il faut partir de là. Parce que sinon, on ne sait plus de quoi en cause sur la question du boulot et du travail. Pourquoi cette mesure réactionnaire? D'abord, voyons d'où vient cette idée géniale. Le revenu universel d'activité a été testé dans un certain nombre de pays depuis au moins une quinzaine d'années, dans des États américains. Il a été testé au Canada, en Inde, au Brésil, en Namibie. Le premier à avoir théorisé cette solution à la pauvreté se nomme Thomas More. Ça date du XVIe siècle. Il l'a fait dans un livre intitulé Utopia. C'est dire si l'idée est nouvelle. Elle est reprise en 2013 par l'économiste Paul Krugman. Puis, dans son livre Capitalisme et liberté, comme ça a été dit, c'est Milton Friedman qui en défend l'idée. À travers une chose simple qui est l'impôt négatif. Et si vous voulez, je pense que ça permet de comprendre pourquoi c'est une mesure profondément réactionnaire, parce que de quoi il s'agit. Il s'agit, en gros, si on n'a pas travaillé assez dans l'année, on reçoit une prime de l'État en fin d'année pour compenser le manque de travail. Nixon, d'ailleurs, avait à l'époque aux États-Unis promu cette chose-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que partant de là, le travail non seulement n'est plus un souci, mais n'est plus une préoccupation d'aucun point de vue. Si on a besoin de vous, on vous prend. Si on n'a pas besoin de vous, on ne vous prend pas. De toutes les manières, vous allez fermer votre gueule, parce que vous aurez un revenu universel à travers un impôt négatif qui vous permettra de manger 3 pâtes si vous êtes près de la frontière italienne, et donc de vous nourrir et de ne pas trop gueuler. Ça veut dire globalement qu'on achète des millions, des centaines de millions d'individus à travers un pécule minime pour qu'ils ferment leur gueule. Si on a besoin d'eux, on les fait bosser. Si on n'a pas besoin, ils ont de quoi manger, comme on dit rapidement, mal, mais c'est pas important. Et ils ont donc qu'à se taire. Donc moi je dis que cette idée, c'est pas une idée dubitative, moi, pour moi. C'est une idée profondément réactionnaire. D'ailleurs, on verra que dans la primaire socialiste, je pense que ceux qui ont voulu prévaloir de gauche, Hamon qui a gagné la primaire, à travers les idées qui ont été les siennes, moi je ne veux pas sauver le soldat Valls, parce que de toute manière il est mort et personne ne s'en parle. Mais cela étant, Valls était 10 fois plus à gauche dans la primaire socialiste que ce que l'a été Hamon. Et j'y reviendrai dans 2 minutes. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est le contexte politique, économique et social dans lequel cette question du travail intervient. Ça a été dit, ça nous ramène aux années 80. Mais pourquoi aux années 80? Parce qu'aux années 80, il se joue une chose décisive, à travers Thatcher en Grande-Bretagne et Reagan aux États-Unis. La première, sur la base de la défaite des mineurs qui vont faire grève pendant 1 an, et qui vont se faire laminer au bout d'un an de grève. Donc réalisons un peu ce que ça veut dire, n'est-ce pas? 1 an de grève, où on manifeste dans la rue, on occupe ses usines, où on y est, et on se fait casser la gueule. Puis au bout d'un an, on va dans l'os. Et les contrôleurs aériens par Reagan, ça a été la même chose aux États-Unis. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de là, c'est pas seulement une question économique qui se joue, c'est une question de civilisation. Et c'est sur ce terrain que la bataille a été perdue dans les années 80. Et la question de civilisation, elle nous dit quoi? Elle nous dit que face au combat collectif pour essayer de sauver les meubles collectivement, il n'y a plus qu'une solution, c'est le no futur, c'est-à-dire c'est la sauvegarde individuelle et la démerde individuelle. Ben ça, voyez-vous, depuis les années 80, ça a frappé, et on y est, à mon avis encore,
parce que c'est vrai que quand on voit la dissolution des liens sociaux et des relations de travail, on voit à peu près ce que ça signifie. Sur le reste, sur ce point, je passe. Le troisième point que je voudrais aborder est le suivant. Au point de départ, à mon avis, la mise en cause du travail repose sur des arguments qui sont toujours les mêmes. Là, Christina a bien développé la chose, donc je vais aller très vite. On nous explique en gros que le coût du travail, c'est un coût prohibitif qui nécessite donc, pour en diminuer la charge, de liquider le travail. Ça va de soi. Or, la question est la suivante. C'est que le coût du travail n'a rien à voir avec la crise économique et financière dans laquelle on se trouve. Au point de départ, il y a les Lehman Brothers. Il y a la crise que nous avons connue, qui d'ailleurs devait être réglée rapidement par des injections de capitaux du FMI et de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne. Et puis derrière, il y a eu la crise des dettes souveraines. Or, qu'est-ce qui s'est passé pour régler cette crise des dettes souveraines, qui est une crise privée et qui est essentiellement la crise des banquiers et des fonds spéculatifs qui ont joué et qui ont perdu? Eh bien, c'est qu'on est allé pomper les fonds publics pour remplir la dette privée. Et on a pillé les États. Et vous avez des États qui étaient complètement en équilibre, qui sont passés en quelques mois à 8, 9, 10% de déficit et qui ont sombré. Alors qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? Eh bien, on a dit aux habitants de ces États, aux citoyens, les gars, vous vivez au-dessus de vos moyens, la preuve, c'est qu'on n'a plus les moyens. Mais le problème, c'est que c'est une entourloupe absolue. Si, je veux dire, on dit à des gens qu'on n'a plus les moyens de vivre comme ils l'entendent, alors qu'ils le pouvaient avant, et que c'est uniquement parce qu'on a décidé de leur faire les poches, et de faire les poches des États, que ça n'est plus possible, on voit bien que ce ne sont pas les moyens de vie des citoyens qui sont en cause, c'est bien des choix politiques et économiques. Comme dit l'autre, il vaut mieux prendre aux pauvres, parce qu'ils sont plus nombreux que les riches, et donc on prend plus à l'arrivée. Point suivant sur lequel je voudrais... alors bon, après, bon, il y a d'autres trucs... ouais, non, il y a un autre point qui est important, parce que je voudrais revenir au camarade Hamon, quand même. Je ne vais pas faire une fixation, mais quand même. Il y a quand même une question qui est essentielle, qui revient aujourd'hui, qui était présente il y a 4 ans, il y a 5 ans, et qui revient avec force, c'est la place de la fonction publique et la place des fonctionnaires. Bon, vous avez vu qu'il y a eu un débat, notamment dans la primaire de droite, qui était de savoir si sur le terrain du travail, il fallait en virer 500 000, 300 000, 400 000 et tout. Soit dit en passant, d'ailleurs, ces gens sont complètement crétins, parce que vous virez 500 000 fonctionnaires, la France est paralysée. Elle ne peut plus fonctionner. Donc, non mais ça je m'en fous, à la limite 500 000 chômeurs de plus, on va pas pleurer sur les chômeurs. À la limite qui crèvent, je dirais, si j'étais de droite. Je m'en fous. Le problème, c'est que même de leur point de vue à eux, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Donc c'est idiot comme mesure. C'est idiot, ça n'est pas possible. Vous verrez 500 000 mecs, vous les prenez où? Chez les gendarmes, chez les flics, dans la justice, dans les hôpitaux, chez les enseignants, vous les prenez où? Bon, vous ne pouvez pas les prendre. Donc si vous les prenez comme ça à la louche, et derrière, plus personne ne peut fonctionner, donc c'est absurde. Mais cette histoire des fonctionnaires est importante, parce que c'est un signal quand même. Comme l'État est le premier employeur en France, 20% en gros des salariés relèvent de la fonction publique, que ce soit territoriale, hospitalière ou la fonction publique d'État. Donc une des 3 branches de la fonction publique, 1%. Quand vous dites je vais leur taper sur la gueule, ça veut dire quoi? Ça va vous donner un signal quand même à l'ensemble des patrons de cette société et de la vie dans laquelle nous sommes. Si vous, l'État, vous permettez de dire j'en saccagé 5 000, c'est-à-dire en gros à peu près 20% de ce que j'embauche, ça veut dire que derrière, le mec qui est dans une boîte privée, il ne va pas se gêner vraiment pour remettre en cause la convention collective, le salaire, le contrat de travail, etc., etc., etc. D'accord? On lui dit, vas-y mon pote, nous on te montre la voie, c'est à toi de suivre. Bien, voyez-vous, je pense que derrière, il y a une volonté politique qui s'exprime, qui est la volonté de détruire le modèle social français. Mais cette volonté, c'est pas Fillon qui l'invente. Prenez les hôpitaux. Les hôpitaux, il y a eu Bachelot, 18 000 postes supprimés. Derrière, il y a eu Touraine, 22 000 postes. C'est quand même ça la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dans les hôpitaux, bon, si vous êtes amené à y aller, je ne le souhaite pas, mais quand on est amené à y aller, on voit les gens remarquables qu'il y a, qui se décarcassent comme ils peuvent, et qui malheureusement ne peuvent pas. C'est quand même ça la réalité. Pourquoi? Parce qu'on leur a coupé les mains, on leur a enlevé tout moyen de pouvoir travailler. Et voyez-vous, c'est intéressant, pourquoi? Parce que derrière les fonctionnaires, il y a une question clé qui est posée. Le CDI est appelé à disparaître en vue et place même pas du CDD, de contrat de précarité. Donc plus de contrat du tout. Ce qui va d'ailleurs avec le revenu universel, parce que si vous n'avez plus de contrat, si vous avez quoi acheter 3 pâtes, venez pas nous emmerder avec un contrat quelconque de travail, et avec un statut. Le seul statut que vous aurez, c'est le revenu universel à la fin du mois. D'accord? C'est clair? Bon, très bien. Eh bien, voyez-vous, la question de la remise en cause des statuts, qui liquide les fonctionnaires et qui en même temps permet de donner un signal au privé sur la question du travail, il y en a un qui a été le fer de lance de cette affaire.
c'est Benoît Hamon dans l'Éducation nationale. Qui est-ce qui a liquidé le statut des professeurs et qui a été le plus en avant pour foutre en l'air le statut des profs et le statut de l'Éducation nationale au nom d'une éducation basée sur l'Union européenne et sur les directives de l'Union européenne? C'est Benoît Hamon. Je suis désolé, c'est Benoît Hamon. Et aujourd'hui, on nous présente un mec comme étant le tenant de la gauche d'un parti de gouvernement qui en réalité est sur la question du revenu universel, sur la question du statut des fonctionnaires, et je dirais un mot sur la question de la laïcité, parce qu'en plus ta position sur la laïcité est dégueulasse. Quand on entend dire qu'aujourd'hui à Trappes, là où il y a son fonds électoral, c'est pas très grave qu'il n'y ait pas une nana dans les bars, parce qu'à l'époque où c'était des ouvriers, les nanas étaient à la maison, alors qu'aujourd'hui les nanas qui sont à Trappes, elles ont le voile parce que si elles ne se mettent pas, elles se font traiter de putes, elles se font casser la gueule. Je trouve que c'est dégueulasse comme position, en plus c'est ordurier, et en plus c'est profondément réactionnaire. Moi j'ai terminé, c'était une obsession passagère. Quatrième point que j'en ai abordé, c'est que je pense, voyez-vous, qu'il faut toujours un bras armé à une politique déterminée lorsqu'elle se veut violente. La destruction du travail, c'est violent. Eh bien, il faut un bras armé dans le monde du travail pour faire cela, et ce bras armé, ça s'appelle la CFDT. Pourquoi j'en dis un mot? Parce qu'à mon avis, ce qu'on a connu, c'est le début de ce qui va arriver. Parce qu'il va évidemment falloir aller jusqu'au bout avec la sécurité sociale, avec le contrat de travail en effet, avec la liquidation généralisée. La CFDT a été le bras armé. Je vais d'ailleurs vous faire 3 citations pour en expliquer bien la nature politique. Ces citations, la première, elle vient de Bernard Lavilliers. Moi j'aime bien Bernard Lavilliers, alors j'en ai écrit un mot. Bernard Lavilliers, il chante, on fait la charité quand on n'a pas su imposer la justice. Je vais revenir sur le sens de la charité. La deuxième, je l'aime bien aussi, mais c'est pas un chanteur, mais il a quand même sa renommée, c'est Jean-Jacques Rousseau. Il dit « La fin de charité du riche n'étant lui qu'un luxe de plus, il nourrit les pauvres comme des chiens et des chevaux. » Et puis la troisième, c'est pas idéologiquement vraiment mon truc, mais quand même elle vaut le détour, c'est La Rochefoucauld. Nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si le monde voyait tous les motifs qui les produisent. Ben voyez-vous, je pense que là on fait à peu près le tour. Parce que derrière la CFDT sur l'ANI, sur la loi El Khomri, sur les retraites, j'en passe et des meilleurs, il y a en gros la gestion des pauvres et des exclus, en lieu et place de l'émancipation des travailleurs. Et ça, je pense que c'est lourd de conséquences. Bon, je passe sur les exemples qui abondent, sur la gestion des pauvres et des exclus, ça va du RSA au revenu universel, d'ailleurs c'est exactement la même veine. C'est pareil, on va permettre aux pauvres de ne pas mourir de faim, il va falloir accepter le moins pire par rapport au pire, alors que c'est une vraie dégueulasserie. En fait, ça exprime l'antagonisme qui existe entre le catholicisme social et le socialisme, et qui a toujours marqué l'histoire du mouvement social. Le premier étant voué à réévangéliser les milieux ouvriers, se posant en adversaire des seconds, jugés athées et destructeurs des valeurs chrétiennes. Quel rapport y a-t-il entre syndicalisme chrétien et syndicalisme ouvrier? Le premier veut corriger les effets néfastes du capitalisme. Il s'agit de l'aménager. On aménage le capital, si le pauvre n'a pas de manteau, eh bien, peu importe les causes de son dénuement, on va essayer de le couvrir pour qu'il n'ait pas trop froid. C'est sa pauvreté qui nous intéresse et qu'il faut soulager. Le second, voyez-vous, dans le mouvement ouvrier, il recherche les causes du mal pour l'obtention des revendications. Les causes du mal, ça porte un nom. Moi, je ne suis pas d'accord avec vos histoires néolibéralisme, libéralisme. Moi, je suis profondément libéral, et puis je ne vois pas pourquoi le libéralisme faudrait laisser à d'autres. Ça porte un nom historique, je ne vois pas pourquoi il faudrait l'enlever. Ça s'appelle le capitalisme. C'est un rapport social. Il faut donc affronter le capitalisme et non pas l'aménager. S'attaquer aux rapports sociaux qui concentrent les inégalités. Le cinquième point que je voudrais aborder avant d'en arriver à la fin, c'est, je pense qu'au cœur de la question du travail, il y a une question. C'est la question du capital. Alors, on va revenir sur quelques considérations qui semblent datées et qui pourtant permettent de situer le sujet. Et pour cela, je ne vais faire appel ni à Lavilliers, ni à La Rochefoucauld, ni à... c'était qui que je me prie? Rousseau, bien sûr. Ni à l'un ni à l'autre. Je vais en appeler au camarade Aristote. Ce qui nous ramène quand même 4 siècles avant Jésus-Christ. Et vous allez voir, je pense que là aussi ça vaut le détour. Qu'est-ce qu'il dit Aristote? Et on en plein dans le sujet. Il dit l'homme vit naturellement dans une communauté politique qui a une taille limitée. Pourquoi? Parce que, nous dit Aristote, l'homme c'est d'abord un animal politique. Alors c'est important parce que ça détermine quand même le cadre dans lequel la vie de l'homme se détermine, et donc le cadre dans lequel le travail peut être abordé. Et inévitablement, on en arrive que le seul cadre possible, c'est une taille limitée. Cette taille limitée, elle porte un nom, c'est celui d'une communauté politique, ou encore
c'est le nom de la nation. Une nation non définie en termes ratio-biologiques, mais comme une communauté de vie et de destin, pour prendre l'expression d'Otto Bauer, qui avait largement écrit sur la question. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'Aristote, dans l'Iliade, il fait dire un certain nombre de choses à Homère. Il s'agit de Nestor qui répond à Diomède. Il dit il est sans famille, sans loi, sans foyer, celui qui se plaît aux guerres intestines, aux malheurs qu'elles entraînent. Et il rajoute d'ailleurs que celui qui a une nation, il ne fait la guerre généralement pour la défendre et non pas pour l'agrandir, alors que celui qui n'a pas de nation, lui, est amené à faire la guerre et à affronter les autres uniquement parce qu'il est sans, il est hors sol, il n'a pas d'attache. Deuxième chose, à mon avis, qui est importante, pourquoi j'en reviens à 4 siècles avant Jésus-Christ, c'est que si l'homme est naturellement politique, il est aussi naturellement social. Dans ses relations avec les autres, sa volonté de maîtriser la nature pour survivre ou vivre. Au cœur de l'homme, depuis que l'homme est l'homme, il y a le travail, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La troisième chose, à mon avis, qui est intéressante, c'est que ce qui est le plus précieux, c'est la communauté, c'est-à-dire le bien commun que l'homme doit défendre. Dans le bien commun, il y a évidemment les services publics, mais dans le bien commun, il y a les valeurs. Et dans les valeurs, il y a un certain nombre de valeurs qu'aujourd'hui ne font pas trop recette, les valeurs d'honnêteté, de franchise, les valeurs d'égalité. Je veux dire que Fillon ne doit pas être très adepte d'Aristote, enfin bon, passons. Ces valeurs-là, elles sont importantes parce qu'elles permettent précisément à l'homme d'être avec lui-même et, étant avec lui-même, d'assumer ses tâches civiques, ses tâches de fraternité et ses tâches de travail. Le quatrième point, à mon avis, qu'on peut tirer de là, c'est la conception politico-éthique d'Aristote, qui en elle-même est compatible avec de nombreuses formes d'organisation sociale. Mais il y a une forme avec laquelle elle n'est pas compatible, c'est avec le capitalisme. Parce que, pour le capitalisme, l'homme n'est pas un animal naturellement politique, mais c'est d'abord avant tout un vendeur de force de travail, indifférencié ou un consommateur interchangeable. Il ne lui faut pas de frontières, il ne lui faut pas de nation, il ne faut pas d'État, il ne faut pas de patrie. L'homme doit pouvoir aller là où on a besoin de lui. D'ailleurs, quand il n'y aura pas le revenu universel, il faudra balayer le spectre assez rapidement pour pouvoir aller travailler. Là, on vous dira, c'est pas là que tu peux aller, c'est là que tu dois aller. C'est un peu Orwell 84, quoi, le monde en question. Et puis, c'est un homme, donc, qui en même temps, qui ne doit pas avoir de frontières, il doit en même temps devoir consommer avec une boulimie absolument sans limite. Des choses d'ailleurs dont il n'a pas besoin, parce que c'est la seule façon, au nom de la concurrence libre, de faire tourner les machines. Je passe là-dessus. Sixième point. Comment tenter de régler le problème? Alors, il y a quand même un constat qu'il faut faire entre nous. C'est que toutes les recettes qui ont voulu être mises en avant historiquement ont toutes échoué. Toutes. Je veux dire, le socialisme historique s'est cassé la gueule quand même. Le communisme a été un échec flagrant et honnêtement, si on prend que la question du travail, mieux valait être dans les États démocratiques bourgeois que dans les États staliniens où là, comme dit l'autre, c'était à la schlag qu'il fallait aller bosser, quitte à y perdre sa vie. Hein. Donc, c'était pas quand même l'univers du travail émancipateur. Donc, tous les États ont échoué. Toutes les solutions ont échoué. Donc, la question qui se pose, c'est comment faire. On nous dit aujourd'hui, j'ai entendu ici, la réponse, c'est la nation. Alors moi, je crois que la nation, c'est en effet, et son respect, une condition nécessaire à pouvoir réhabiliter le travail, à pouvoir faire en sorte que le travail prenne sa place. Ceci dit, je pense qu'elle n'est pas suffisante du tout. Parce que, voyez-vous, il y a plusieurs formes de nation et formes de domination politique dans la nation. Certaines permettent au travail de se développer, d'autres permettent à la dictature de dominer, d'autres permettent au travail d'être anéanti, d'autres permettent au travail de ne pas être émancipateur, mais au contraire d'être extrêmement aliénant. Bref, la nation en soi n'est pas une réponse, je pense. C'est une condition nécessaire mais insuffisante. Il existe bien des nations très libérales sur le plan économique, très peu sur le plan sociétal et réciproquement. La question, historiquement, c'est ça des rapports sociaux, et donc ça pose la question du socialisme. Mais si on parle du socialisme, il faut savoir de quel socialisme on parle. Il y a deux types de socialisme possibles dans l'histoire. Le premier, c'est le socialisme d'ingénieurs sociaux, nous dirons, celui qui est dirigé par des sachants qui ont la réponse à tout, un socialisme technocratique et bureaucratique, un socialisme
Et le deuxième, c'est un socialisme anti-autoritaire reposant sur l'action par en bas, l'activité propre des travailleurs eux-mêmes. Sur ces questions-là, il faudrait développer, mais je pense que ça nous entraînerait à repousser très longuement. Donc je vais m'arrêter là. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que dans le cadre du cycle social, il y a dans les 15 jours, 3 semaines, nous allons sortir un opuscule, qui est un travail collectif, et dont le titre sera pour un 21e siècle, quelques mesures pour un 21e siècle heureux, ou le moins malheureux possible. Voilà. Et ça, c'est pendant les 3 semaines qui viennent. Pour le moment, je m'arrête là. Merci Jacques.